Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir pour cette deuxième webconférence interassociative sur le thème des maladies hématologiques et du Covid-19. Cette deuxième conférence fait suite à une première initiative menée conjointement par trois associations, la CILC, France Lymphome Espoir et la F3M. Et nous sommes heureux de vous retrouver ce soir avec quelques règles du jeu que je vais vous exposer. Vous le savez, en tout cas pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, eh bien nous avons eu beaucoup de questions, beaucoup d'activités sur le chat, près de 1400 messages, plus de 300 personnes étaient connectées. Nous sommes actuellement déjà à 250 personnes. Je vous demanderai, s'il vous plaît, et je vous en remercie, vous nous dites bonjour sur le chat, bonjour de Belgique, de Saint-Rémy de Provence, etc. Donc, vous avez deux moyens de communiquer avec nous et je vous demanderai de bien vouloir respecter la distinction entre ces deux véhicules de communication. Le chat, où vous pouvez, comme vous le faites très bien à l'heure actuelle, vous saluer, échanger des avis personnels, des témoignages et distinguer de manière à ce que elles soient ces questions les plus compréhensibles possibles par nos différents intervenants, d'utiliser l'onglet questions qui se trouve à droite de l'onglet chat. Donc, d'utiliser en résumé l'onglet chat comme vous le faites à gauche pour vos témoignages, vos avis personnels et d'utiliser l'onglet questions pour poser des questions aux différents experts. Et vous allez le découvrir, nous avons trois thèmes et de nombreux experts qui vont intervenir ce soir sur ces différents thèmes. Je poursuis cette présentation, donc, vous l'avez déjà utilisé, ce chat. Je le rappelle une fois de plus, donc, utilisez exclusivement, s'il vous plaît, l'onglet « Questions » pour adresser vos questions, qu'elles soient d'ailleurs médicales, de nature psychosociale ou bien administrative. Les trois parties de cette webconférence, donc qui va nous amener jusqu'à 19h30. Donc, une première partie de 18h à 18h30 qui va être animée par Karen Kreuter, qui est oncopsychologue et qui va aborder ce sujet ô combien important qui est comment mieux vivre cette période de confinement à laquelle nous sommes tous, et vous êtes en particulier malades et proches de malades confrontés. La deuxième partie, avec le docteur Sylvain Choquet, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui nous a fait l'amitié de participer, de contribuer à nouveau en tant qu'hématologue à cette deuxième session sur des aspects médicaux, sur des questions médicales, et il sera également en présence du professeur Bertrand Arnulf, qui sera intervenant à partir de 18h30. Donc, pour aborder les sujets suivants, mise en œuvre des mesures de confinement et d'organisation des soins. Il y aura aussi un aspect régional, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, impact du coronavirus sur les maladies hématologiques. Le troisième sujet que vous avez plébiscité à travers le questionnaire de satisfaction, et je vous demanderai, s'il vous plaît, lorsque vous allez recevoir un mail avec le replay, je précise également que vous aurez le replay pour ceux qui n'auraient pas une connexion aujourd'hui suffisamment stable pour pouvoir assister dans de bonnes conditions à cette session. Vous aurez un replay et vous aurez également une enquête de satisfaction. Cette enquête de satisfaction nous a fait remonter un certain nombre de questions d'ordre social, d'ordre administratif, qui seront abordées par Dominique Thierry, qui est juriste en santé. Voici les différents intervenants, vous l'avez compris, Karen Kreuter, le professeur Arnulf, Sylvain Choquet, Dominique Thierry, et aussi, je parlerai bien sûr de Bernard Delcourt, que vous voyez également en tant que modérateur. Pour terminer, il prendra la parole, bien sûr. Nous avons avec nous le docteur Alexis Talbot, hématologue, que vous connaissez également pour beaucoup, puisqu'il est beaucoup intervenu lors des webconférences du MOOC. Et Alexis Talbot
interviendra sur le volet questions et je tiens à vous remercier d'ores et déjà d'avoir commencé à poser des questions. Il interviendra en tant que modérateur sur les questions en ligne, les questions a fortiori, les questions médicales en tant qu'hématologue, bien sûr. Je passe maintenant la parole à Bernard Delcourt, qui sera le modérateur de cette session. Bernard, c'est à toi. Oui, bon, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième conférence. Nous avons préparé donc en lien, très en lien avec Guy Bouquet, le président de FLE, et Christian Pipin, le président SIC. Remercier la centaine d'entre vous qui avaient répondu au questionnaire de satisfaction et qui vous avez formulé au travers de ce questionnaire de satisfaction des propositions, des suggestions pour cette deuxième conf. Et vous êtes aussi 40 à nous avoir transmis des questions. Voilà. Donc, on a fait notre possible pour les intégrer au travers des slides que vous êtes présentés. Alors, voilà, je vous propose, sans attendre de commencer la première partie, sauf que problème technique, on me dit que Karen Crotter a été déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet. Alors, j'en profite pendant que nous avons cette diapositive pour vous indiquer, mais vous le savez, vous l'avez commenté, nous sommes dans une situation où les réseaux Internet sont complètement saturés. Donc, Karen Kreuter, lors de la préparation et quelques minutes avant la webconférence, était présente avec nous. Notre technicienne eh bien, est en relation avec elle de manière à ce qu'elle puisse se connecter du mieux possible. Nous avons donc quelques instants qui vont vous permettre de pouvoir commencer à alimenter, comme vous le faites de manière significative, les questions et le chat. Et puis, je repasse la parole à Bernard de manière à ce qu'il puisse également poursuivre par rapport à l'analyse, et c'est une proposition que je fais, l'analyse de l'enquête de satisfaction qui a été réalisée, à moins que tu souhaites que je le fasse, Bernard. Écoutez, je vais le faire, puis j'introduirai le sujet de Karen en espérant qu'elle puisse nous rejoindre rapidement. Parfait. Alors, écoutez, nous avons reçu, si vous voulez, au travers de vos questions, en fait, des témoignages qui tous expriment quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude par rapport à la situation existante. Sur ce press-slide, j'ai choisi deux extraits, mais j'avais beaucoup d'exemples possibles. Hein. Quelqu'un qui nous disait travailler avec notre maladie, très difficile face à ce fléau. Personnellement, mes patrons m'ont traité comme une pestiférée, comme si un malade immunodéprimé est perçu comme un danger permanent, très mal vécu. Et là, le second témoignage a été très fréquent. Monté une fois, voire plusieurs fois, à des périodes d'infection pulmonaire, avec obligation de prendre des antibiotiques, parfois deux différents. Voilà. Et j'avoue que plusieurs d'entre vous nous ont dit, mais on cherche à appliquer très strictement les mesures d'hygiène, mais on est très inquiet, on a peur, voilà, d'attraper le virus, voilà, et d'autant plus que chaque rhume banal se termine par une prise d'antibiotiques. Vous avez aussi également posé des questions tout à fait concrètes par rapport à cette situation de confinement dans laquelle on est, sur des questions, voilà, comment s'organiser au quotidien avec notre maladie, parfois du handicap à gérer, et surtout si on est seul et isolé. Voilà. Quels conseils pouvez-vous nous donner? On l'entend aussi souvent dans les débats en cours. Cette période de confinement fait que nous vivons en couple 24 heures sur 24 ensemble, hein, ou avec nos enfants, et que ça, c'est pas sans impact sur nos relations avec nos proches, notre entourage. Voilà. Il y a aussi vous avez été plusieurs à nous poser la question, comment les soignants, voyez-vous, le rôle des associations de patients dans ce contexte de pandémie actuelle. Voilà. Et enfin,
il est clair que quand on parle d'inquiétude, d'angoisse, ça signifie que la situation actuelle a un impact sur notre santé psychologique, hein, et il va falloir a priori durer, hein, parce que voilà, on termine notre deuxième semaine de confinement, mais a priori il y en a d'autres devant nous, voilà. Et quels conseils pouvez-vous nous donner? Alors Hervé, avons-nous retrouvé Karen? Alors, nous avons une possibilité que je viens de proposer à Audrey, qui consiste à ce que Karen m'appelle au numéro que tu as composé tout à l'heure. Oui, donc en fait, à ce moment-là, toi, tu te mettes, si tu veux bien, en sommeil. Oui, je coupe et je me rappellerai après. De manière à ce que Karen puisse m'appeler sur la ligne qui est la ligne de secours. Voilà. Hervé, je me coupe. Voilà, exactement. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure, Bernard. Il m'a déjà semblé entendre ce terme, surtout sur les chaînes de télévision, ce sont les aléas du direct. Mais effectivement, sachez que nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que Karen puisse m'appeler directement sur la ligne, qui est la ligne du téléphone. Alors, il n'est pas rouge, mais il est noir. Voilà. Alors, je lui demande qu'elle me joigne au numéro de téléphone qui va lui permettre. Voilà, elle arrive et elle arrive encore mieux, elle arrive en visio. Voilà, Karen. Bonsoir à tous. On t'écoute, Karen. Alors, bonsoir à tous. Alors, c'est une entrée évidemment remarquée, hein, voilà, qui n'était pas du tout volontaire. Donc voilà, on a pu m'introduire les points justement que je voulais, que je souhaitais aborder avec vous par rapport à cette période très très particulière du confinement, mais aussi de ce climat, hein, autour du coronavirus. Alors effectivement, parler d'abord de l'angoisse, hein, l'inquiétude et même l'angoisse qui peut nous saisir pendant cette période, qui est légitime. Le rapport à l'information. La question aussi de comment l'expérience qu'on a eue nous-mêmes de l'épreuve qu'on traverse et qu'on a traversée peut nous aider ou au contraire peut-être peser sur la période actuelle. Et finalement, comment au quotidien gérer le mieux possible cette période de confinement. Alors, par rapport à la question de l'angoisse, hein, puisque moi qui suis en contact téléphonique avec mes patients depuis un certain temps, depuis le début du confinement, hein, je me rends compte que les patients, effectivement, que vous et votre entourage êtes particulièrement inquiets. Alors d'abord, moi, je voulais faire la distinction entre la peur et l'angoisse, hein. C'est-à-dire que le fait qu'on ait peur, qu'on soit inquiet, c'est tout à fait adapté et c'est tout à fait normal. Et c'est aussi ce qui nous conduit à avoir les conduites de protection, de préservation, hein. Donc ça, c'est absolument normal, hein, puisque bon, il faut particulièrement être vigilant. Là où ça se complique, c'est quand cette inquiétude devient une angoisse et qu'elle nous envahit. La première chose, certains ont dû le constater, c'est que au début du confinement, quand on a eu ces informations quand même extrêmement difficiles, il y a un choc. Qu'après ce choc, il y a plusieurs jours où on est très inquiet et déstabilisé, mais certains d'entre vous ont pu constater qu'avec le temps, les choses pouvaient s'améliorer. Elles vont encore s'améliorer parce qu'on est en train de s'adapter, hein. Alors pourquoi cette situation nous angoisse tant? Bah évidemment parce qu'on perd nos repères, qu'on perd le contrôle de la situation, que ça nous rappelle notre vulnérabilité, hein, et cette question de vulnérabilité, c'est vrai que nous on l'a déjà ressenti et on la ressent, hein, au travers de l'épreuve de la maladie. Et puis c'est un climat aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a un climat actuel qui est quand même assez anxiogène. Maintenant, la notion de vulnérabilité, moi je voulais juste dire qu'évidemment, elle était médicale. Vous allez poser des questions aux médecins sur l'immunodépression, sur la fragilité particulière dans votre cas. Mais en effet, la vulnérabilité, elle est aussi comportementale. C'est-à-dire que moi, j'ai en face de moi certains patients, là, autour de moi, des gens qui n'ont pas mesuré l'importance de
Alors, nous avons perdu à nouveau Karen. Je vais proposer à Karen qu'elle me rappelle. Karen a une connexion Wi-Fi qui malheureusement n'est pas suffisante pour pouvoir être disponible en vidéoconférence. Donc, je vais lui demander qu'elle m'appelle. Donc, on va changer à ce moment-là avec Bernard. Merci Bernard de ta compréhension. Veuillez nous excuser, je suis en train de rentrer en communication avec Karen. Pendant ce temps-là, je vous invite à poser vos questions, s'il vous plaît, comme vous le faites déjà pour beaucoup. Sur le volet questions, nous avons, au moment où je parle, également Alexis Talbot qui est connecté et qui répond à certaines de vos questions d'ores et déjà. Et je l'en remercie chaleureusement. Je vais appeler Karen. Voilà, je suis en communication avec Karen. Oui, Oui, y a-t-il un problème? voilà. Karen, tu es avec nous? Je suis avec vous. Parfait, Karen, je te laisse à nouveau la parole et merci de t'adapter à la situation et c'est reparti. Oui, alors je vais peut-être d'ailleurs réapparaître. Je ne sais pas, vous me verrez peut-être. Alors, je parlais de cette angoisse qui effectivement… Alors, est-ce que tu peux essayer de parler le plus fort possible, s'il te plaît, Karen? Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, ça marche. Alors, par rapport à cette angoisse, donc un certain nombre de stratégies, et notamment le rapport à l'information qui est très importante, ce rapport à l'information. On est surinformé, on est envahi d'informations, et on sait que la manière dont on va être en relation, en tout cas inondé plus ou moins par cette information, va avoir un impact important sur le vécu psychologique. Donc, s'informer, bien sûr, c'est important. D'abord pour comprendre ce qui se passe, pour contrôler, pour partager les informations, se sentir ensemble, mais aussi pour s'adapter. Mais s'informer, c'est aussi alimenter des émotions qui peuvent être négatives et alimenter des sentiments ou des croyances ou des représentations qui peuvent être anxiogènes. Et notamment, il faut savoir que psychologiquement, on va avoir tendance à rechercher les informations qui confirment notre état psychologique, qui renforcent notre état psychologique. Ça veut dire que dans l'ensemble des informations que vous recevez, si vous êtes inquiet, vous allez sélectionner et retenir principalement les informations les plus anxiogènes. Alors, je dirais que par rapport à l'information, c'est très important. Il faut choisir et non subir. C'est très important par rapport au vécu de cette période de confinement et de cette période virale. Donc, ça veut dire aller vers des sources fiables. Ça veut dire aussi peut-être des choses qu'on va aller lire et pas forcément être inondé par une information en direct à la télévision, ce qui est plutôt à éviter. Plutôt 1 à 2 fois par jour, pour avoir des informations, mais passer de longs moments dans la journée sans information, parce que c'est important. Donc, ce rapport à l'information, il est essentiel. Et on sait aujourd'hui que ceux qui s'inondent d'informations, surtout où il y a un aspect émotionnel très fort, très dramatisé, comme on voit sur l'échelle en continu, par exemple, on sait que ça augmente le niveau d'anxiété. Donc c'est vraiment, il faut vraiment ne pas subir l'information et la choisir. En quoi notre expérience de malade et de proche de malade peut nous aider en réalité, peut être un levier dans cette situation. Bien sûr que quelque part,
cette situation elle ranime des difficultés, des traumatismes chez nous. Pourquoi? Parce que c'est la perte de contrôle, parce que c'est de l'incertitude. On parlait de la vulnérabilité, parce que c'est un ennemi invisible et dangereux, parce que c'est aussi de l'isolement. Et on va dire que ces sentiments-là, ces émotions-là, on les a vécus nous-mêmes. On a eu l'annonce d'un diagnostic difficile, on a eu une vie chamboulée, on a eu des périodes avec une réduction de nos contacts sociaux. Donc je dirais que quelque part, ce confinement dans cet environnement viral, en fait, ce confinement peut nous rappeler des difficultés, des traumatismes et renforcer des choses qui sont déjà douloureuses. Donc ça fait partie éventuellement de ce qui peut nous rendre particulièrement sensibles à cette épreuve, mais c'est aussi d'avoir traversé cette épreuve qui nous donne une longueur d'avance sur les autres. À partir du moment où on réussit à apaiser cette angoisse, où on n'est pas débordé par la situation, en réalité, tous les outils à notre disposition et tout ce qu'on a mis en place pour nous adapter à la maladie et à l'aménagement de nos existences, c'est quelque chose qui peut nous être utile aujourd'hui. Je lisais un témoignage d'un navigateur qui a navigué donc de longues semaines seul sur son bateau, qui expliquait que cette expérience lui était extrêmement bénéfique pour gérer le confinement d'aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de dire, le choc d'une annonce difficile comme celle qu'on a entendue sur le coronavirus, nous, le choc de l'annonce difficile, on l'a eu. L'adaptation nécessaire, on l'a menée. Et même si on a traversé l'autogreffe, le confinement, on l'a connu. Et encore plus important que celui qu'on vit aujourd'hui. Vivre avec l'incertitude, c'est tous les jours que nous, on vit avec l'incertitude quand on est malade. Et que cette expérience-là, ces expériences-là, cette épreuve-là nous a donné des outils et nous a permis de développer des capacités d'adaptation qui nous sont vraiment utiles aujourd'hui. C'est celles-là qu'il faut rechercher. C'est ces moyens-là, c'est ces compétences-là qu'il nous faut rechercher et que nous avons bien plus que dans la population générale. Alors ensuite, effectivement, la période de confinement, c'est une période difficile. Mais alors, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai aussi des patients qui ne souffrent d'aucune pathologie chronique, que le confinement, c'est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on est dans une période très particulière où les difficultés psychologiques, sociales, relationnelles, elles sont vécues par tous. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est isolé, qu'il y a la rupture sociale, la perte de liberté, la frustration, et puis effectivement un moindre accès éventuellement aux ressources, qu'elles soient alimentaires, médicamenteuses, mais aussi aux professionnels de santé. Et je dirais que gérer un confinement, c'est comme gérer une course. C'est-à-dire que là, c'est une course de fond. Et il y a toute une stratégie à mettre en place. La première chose que décrivent bien d'ailleurs les navigateurs, c'est se projeter loin. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des projets la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. C'est vivre au jour le jour comme si ça allait durer des semaines. Parce qu'à partir du moment où, dans son esprit, on a une échéance, on croit peut-être que ça nous est utile, psychologiquement, ça complique les choses. Et vous verrez que dès l'instant qu'on nous donnera une date de sortie de confinement, la dernière semaine, les derniers 10 jours seront insupportables. Donc en fait, il faut vraiment se mettre dans cette situation comme dans une course de fond. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mieux gérer ce confinement? Et ça a déjà été réfléchi dans d'autres cadres, pas seulement dans une situation sanitaire. D'abord, c'est organiser le plus possible en fonction de nos besoins. Les courses, la livraison des courses, les téléconsultations, la gestion des médicaments. Il y a des choses, il faut les anticiper largement à l'avance. Aujourd'hui, si vous voulez faire livrer vos courses, c'est 10 jours avant qu'il faut faire vos courses. Donc, il faut vraiment anticiper. Ensuite, il y a la gestion du temps. Alors, la gestion du temps, ça veut dire d'abord ne pas nourrir d'impatience. C'est ce que je vous disais, c'est au jour le jour. Ça veut dire prendre beaucoup plus de temps de faire les choses. Des fois, on a l'impression qu'on est pressé, qu'on est stressé, qu'on a beaucoup de choses à faire, même en confinement. C'est une autre vie. Donc là, effectivement, c'est un autre temps, c'est une autre temporalité. Il faut aussi du temps pour ne rien faire. Il faut du temps à passer ensemble, mais il faut du temps aussi à passer seul. Très important, ce temps à passer seul. Organiser l'espace pendant le confinement, c'est très important. C'est aussi important qu'on ait notre espace. Ne pas être tout le temps en lien avec les uns avec les autres, c'est très important. On a tendance à être très en communication, l'entourage est inquiet, on a un tel au téléphone, les enfants, les petits-enfants, etc. Faites attention, être constamment en relation, constamment en communication, parler constamment de la situation, ça va aussi générer de l'anxiété.
Il est important d'avoir des moments où vous ne communiquez pas, où vous n'êtes pas en échange ou en communication ou en relation, des moments où vous allez passer du temps seul, dans votre espace, à faire quelque chose pour vous-même. Au niveau des couples et des familles qui confinent ensemble, ce qui n'est quand même pas facile et assez inédit, là c'est très important de se mettre d'accord sur les règles, de faire des conseils de famille et pas se dire bon ça m'agace aujourd'hui, ça m'agacera demain, ça m'agacera après-demain, mais je ne dis rien. C'est une mauvaise stratégie. Les tensions vont monter, les conflits vont naître. Donc très important, posez les choses qui sont un peu, organisez-vous, qui utilise quoi, ça je le vis mal, ça je le ressens mal, même si c'est tout à fait subjectif, c'est important de le dire. Et puis, au niveau des activités, au niveau du confinement, voilà ce qui est préconisé dans ces moments. Ça veut dire des moments d'activité, des activités physiques, très important. Vous verrez des conseils pour avoir un peu d'activité physique à la maison, parce que vous en avez besoin. Faites attention de ne pas être trop loin de la luminosité dans vos appartements et dans vos maisons. C'est important d'avoir de la lumière toute la journée. Et même si vous êtes en appartement et même si il fait pas beau, rapprochez-vous des fenêtres pour lire, pour être actif. Déplacez-vous vers la lumière parce que ça a un impact très important psychiquement. Le climat est très important. Faites-vous un climat apaisant, un climat agréable. C'est très important que vous soyez dans un environnement qui soit agréable pour vous, dans lequel vous vous sentiez bien. Alors ça peut vouloir dire aussi la musique, ça peut vouloir, voilà. Le cadre est très très important. La musique, par exemple, a une grande influence sur l'équilibre psychique. On le sait aujourd'hui. C'est très. Alors plutôt que mettre les informations à la télé en continu, mettez de la musique qui vous fait du bien dans la journée. Des moments tout seul, des moments ensemble. C'est le moment de se mettre à la méditation, c'est le moment de se mettre à la sophrologie, au yoga, vous avez des tas de tutos, vous avez des tas de formations, c'est le moment. Et si vous avez des grands projets, puisque de toute façon on est confiné, c'est le moment aussi, écrire un livre, classer vos photos depuis 15 ans, ranger vos armoires, vous mettre à une nouvelle activité, crocodile en perles, etc., etc. Pour l'activité physique, tous les jours au moins 30 minutes, et vous pouvez danser. La danse, c'est conseillé. Il y a plein de pays où on le fait. Vous mettez la musique sur 2 ou 3 morceaux, vous dansez tout seul, ensemble, et c'est déjà une activité physique. Donc, au niveau du confinement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus visible. Alors, voilà pour les grands axes. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions sur lesquelles vous souhaitez qu'on échange, je vous écoute. Alors, je vais prendre un certain nombre des questions et des commentaires, si tu m'entends bien, Karen. Oui, tu m'entends. Parfait. Que dire, une question de Maryse, que dire à quelqu'un qui a les capacités d'adaptation plus difficiles et qui se met davantage à broyer du noir, à se sentir enfermé, à se sentir angoissé? Alors, déjà, il ne faut pas rester seul avec dans cet état-là, ça c'est vrai. Donc, comme je disais tout à l'heure, les associations sont là, ils sont là pendant les associations sont là pour vous écouter pendant le confinement. Ça, c'est déjà une ressource. C'est-à-dire que si vous vous sentez vraiment mal et vraiment débordé, c'est important de pouvoir l'exprimer. Si vous avez la possibilité, les collègues qui travaillent dans les services, et certains sont pris en charge dans des services d'hématologie où il y a un collègue, en général c'est le cas, il peut y avoir une poursuite du soutien ou de l'accompagnement ou la mise en place d'un accompagnement par téléphone. Au niveau de la Ligue contre le cancer aussi, je sais que dans certains départements, il y a une initiative, ils peuvent vous faire appeler, vous appelez la ligne nationale et ils peuvent vous faire appeler par un psychologue. Moi, je suis régulièrement sollicitée par eux et mes collègues aussi. Évidemment que quelqu'un qui se sent pas bien psychologiquement, il faut aussi ne pas hésiter à solliciter son médecin traitant pour la mise en place temporaire ou ponctuelle ou en cas de besoin d'un éventuel traitement. Évidemment que dire à quelqu'un tout va bien, ça va aller bien, il n'y a pas de problème, ça va pas changer grand-chose, mais effectivement, il faut dans ces cas-là que la personne aille rapidement vers des ressources, puisse au moins partager ce sentiment. Le fait de partager, ça aussi, ça diminue cette charge importante. Et puis ensuite, des informations objectives au niveau médical, au niveau des soins, au niveau des précautions à prendre, c'est aussi des choses qui peuvent tout à fait à même de diminuer l'anxiété. Et donc ça, c'est très important que vous ayez des informations fiables, ce que vous aurez notamment ce soir au niveau médical et au niveau de vos droits.
Alors, Karen, chacun partage des idées. Tu as donné un certain nombre d'idées en termes de musique, etc. Certains parlent de cuisine, certains parlent d'exercice physique, du vélo, etc., etc. Et certaines questions, et même beaucoup de questions, viennent sur les relations avec les conjoints. Et tu en as parlé tout à l'heure, mais peux-tu revenir sur cet aspect-là, ce conjoint qui s'angoisse encore plus que la personne qui est malade? Alors déjà, il y a la peur éventuellement de contaminer l'autre, hein, parce que là, il y a beaucoup de couples ou de familles où l'un va quand même faire les courses, etc. Il doit quand même sortir et revenir. Bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut créer une tension et un stress. Alors, je pense qu'on n'a pas attendu le confinement pour avoir des problèmes relationnels de communication avec l'entourage. Hein. Effectivement, il y a des situations de couple et de famille, et c'est tout à fait normal, où on n'est pas dans un idéal. Et évidemment, le fait d'être confiné dans un climat anxiogène et d'être constamment les uns avec les autres, ça majore les difficultés. D'ailleurs, vous avez entendu, même socialement, il y a des craintes des pouvoirs publics par rapport à l'augmentation de la violence intrafamiliale ou de la consommation d'alcool ou de toxiques, etc. Objectivement, le confinement peut générer des tensions, voire des comportements plus hostiles ou en tout cas des troubles du comportement. Là, j'ai envie de dire, il faut vraiment, c'est une organisation, c'est-à-dire il ne faut pas être constamment ensemble. Il faut avoir des temps et des espaces bien distincts. Et surtout, il y a une gestion de la communication. Je vous encourage à faire de la communication assertive. Vous trouverez ce qu'est la communication assertive très rapidement et très facilement sur Internet, notamment. C'est-à-dire que quand vous avez à communiquer avec l'autre, quand on vit ensemble et qu'on est tout le temps ensemble comme ça et qu'on est sous tension, il y a vraiment, c'est vraiment très important de réfléchir à la manière dont on va communiquer. C'est-à-dire que si vous êtes dans le reproche, si vous êtes dans l'expression directe et spontanée de votre angoisse, sans filtre, c'est vrai que le moment du confinement, c'est un moment où on doit réguler et s'auto-réguler, c'est-à-dire c'est important de communiquer, mais c'est très important de filtrer sa communication beaucoup plus que d'habitude. Donc effectivement, quand il y a des tensions, ne communiquez pas quand ça monte dans les tours et quand il y a des tensions. Quand vous avez à communiquer, faites attention du message que vous envoyez. Est-il anxiogène? Est-il agressif? Est-il négatif? Est-il culpabilisant? Va-t-il mettre une charge inutilement? Chacun doit, et évidemment, c'est pas facile quand on se sent mal, mais pour ne pas compliquer les choses et compliquer des liens et rompre les liens avec la personne qui est la plus aidante pour nous et qui est la plus nécessaire pour nous, hein, on est là tous les deux autant que ça se passe bien. C'est très important qu'il y ait une autorégulation et des filtres qu'on va s'imposer à nous-mêmes. Ça, c'est très, très important qu'on ait ce souci de faire une communication assertive, une communication claire, pacifique, qui ne soit pas dans le jugement, dans la culpabilité et dans une charge d'angoisse supplémentaire. Si on a exprimé de l'angoisse, si on a exprimé son mal-être, il vaut mieux appeler une association que le partager avec son conjoint dans une situation de confinement, c'est certain. Merci beaucoup. Un certain nombre de messages viennent remercier ce que tu partages avec nous. Je voudrais reprendre également une situation qui fait écho à plusieurs propos. Il y a souvent des rendez-vous qui sont soit annulés, soit reportés, avec des personnes qui effectivement se sentent bien seules à gérer leur traitement. Qu'est-ce que tu peux passer comme message dans des situations comme celle-là? Alors ça, je l'entends très souvent en ce moment. Et alors, s'agissant, si j'ose dire, de la disponibilité, de la réactivité des professionnels de santé actuellement, vous imaginez bien que c'est très très compliqué à l'hôpital. Bien sûr que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations, d'avoir son suivi, d'avoir ses rendez-vous, d'avoir la continuité des traitements. Enfin, c'est très très compliqué. Je dirais que les référents dans ces cas-là sont plutôt le pharmacien de ville, qui normalement reste disponible et ouvert et on a le droit d'aller le voir, même quand c'est pour poser des questions ou quand c'est s'exprimer sur une difficulté ou sur un effet secondaire ou sur ça peut être le médecin généraliste même si c'est compliqué. Moi je vous encourage à passer par les associations qui peuvent vous relayer un certain nombre d'informations pour avoir une information claire.
de contacter éventuellement effectivement le service et demander à être rappelé, ne serait-ce que par une infirmière, pour essayer d'avoir un contact, mais je sais que ce n'est pas facile. Mais malheureusement, il va falloir tous qu'on vive ces prochaines semaines avec un lien assez éloigné et distendu avec nos référents professionnels de santé qui ont à gérer des urgences extrêmes. Donc là, il va vraiment falloir qu'on trouve, au travers des associations, du pharmacien, du médecin de ville, même pas forcément le nôtre, d'un certain nombre éventuellement, effectivement, d'essayer de contacter un soignant de l'établissement. Il y a aussi les plateformes qui existent, comme la plateforme Emavie, qui peut aussi être une ressource, pour avoir des réponses et pour être appelé par une infirmière. Mais je sais qu'il faut effectivement avoir une inscription. Donc ça aussi, c'est voir comment ça peut s'organiser. Mais cette plateforme peut aussi vous entendre. Mais là, il faut tous qu'on soit bien conscients que oui, ça va être beaucoup plus difficile le suivi de nos pathologies et le contact avec nos professionnels de santé habituels parce qu'on est dans une situation d'urgence et ce qui est géré en ce moment, c'est l'urgence au jour le jour. Parfait. Une dernière question avant de passer au deuxième chapitre. Cette question, alors il y a des remerciements pour ton assertivité, ce qui fait que le message est bien passé. Alors il y a beaucoup de questions qui viennent sur mesures de confinement, c'est aussi désinfecter, etc., etc. Et ça fait beaucoup de contraintes, bien évidemment, qui se surajoutent les unes aux autres. Il y a aussi quelqu'un qui nous dit trop d'informations, une surinformation, etc. Qu'est-ce que tu peux dire peut-être en concluant, en faisant écho à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire prendre du temps pour soi et ne pas forcément se laisser perturber. Je dirais que faites ce qu'il y a à faire, suivez les préconisations, les précautions d'usage, mais c'est pas la peine de doubler ou de tripler les précautions. Pour ce qui est de l'information, je vous le disais, 1 à 2 fois par jour, vous vous renseignez sur où on en est, s'il y a des informations importantes, s'il y a de nouvelles directives. Passez une bonne partie de la journée sans information, en tout cas sûrement pas des informations directes. Pensez à autre chose qu'au coronavirus, pensez à autre chose aux pathologies dont on souffre. C'est très important, c'est presque le droit à l'oubli. Oubliez le coronavirus, oubliez la maladie, même dans cette période de confinement, c'est très très important. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, faites confiance à vos compétences et à vos qualités d'adaptation. Quand on a traversé un diagnostic difficile et qu'on vit avec un haut niveau d'incertitude, on a aussi développé des compétences. Recherchez en vous ce qui vous a permis de vous adapter à votre diagnostic, ce qui vous a permis de continuer à être actif, de continuer à vivre des moments agréables et heureux, de continuer à communiquer, de continuer à trouver que la vie elle a un sens. Retrouvez ce qui vous a permis, retoucher, et c'est toujours là, et ça ne part jamais ces choses-là, ce qui vous a permis de mieux vivre avec le lymphome. Et vous vivrez mieux ce confinement et vous vivrez mieux l'incertitude à laquelle nous expose ce virus. Très bien, merci. Un grand merci, Karen, de t'être adaptée à cette situation. On a pu t'entendre très, très bien. Je rappelle qu'il y aura également le replay sur toute cette première partie et que nous allons bien sûr passer à la deuxième partie. À nouveau, un grand merci. Je vais maintenant donner la parole à notre duo de médecins hématologues qui vont intervenir l'un avec l'autre. Je vous rappelle de poser vos questions, si vous voulez bien, sur l'onglet questions qui se trouve à droite de l'onglet chat. Et je remercie à nouveau Karen et je te dis à bientôt. Au revoir, Karen. À bientôt, prenez soin de vous. Voilà, Karen vous demande, elle vous propose, elle vous invite à prendre soin de vous. Alors, c'est avec grand plaisir que nous retrouvons Sylvain Choquet et que nous accueillons le professeur Bertrand Arnulf. Oui. Voilà, Bernard Delcourt nous a également rejoint. Voilà, avec le téléphone rouge. Donc, comme vous le voyez l'un et l'autre, Sylvain Choquet et Bertrand Arnulf, d'abord, un grand merci de vous être rendus disponibles ce soir pour aborder les deux sujets qui sont les suivants, la mise en œuvre des mesures de confinement et l'impact du coronavirus
pour les malades atteints d'une hémopathie. Bernard, est-ce que tu veux introduire le sujet? Oui, très très rapidement. D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement tous les deux de vous rendre disponibles pour cette webconférence. On a conscience que vous êtes très largement sollicités en cette période de crise, mais je sais que voilà, vos collègues ont dit, nous souhaitons que ce soit des gens qui sont au cœur de cette crise, puisqu'aujourd'hui elle est très développée en région Grand Est et en région Île-de-France. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez démarrer cette webconférence en nous donnant quelques points d'actualité. Voilà, où on en est. Est-ce qu'aujourd'hui tous les malades peuvent être encore accueillis en réanimation? Voilà. Il y a aussi des questions. Avez-vous eu connaissance de malades atteints d'une hémopathie maligne qui ont été rejoints par le coronavirus et comment ça s'est passé pour eux? Voilà. Et puis aussi, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on a bien entendu toutes leurs questions concernant la disponibilité des masques, la disponibilité des diagnostics et aussi tout le débat qu'il y a autour de la chloroquine. Voilà. Et que bien évidemment, on évitera d'aborder tous ces sujets-là dans notre webconférence et on se centrera sur toutes les questions parfois précises que vous avez posées par rapport à vos pathologies, parce que c'est l'objet de cette webconférence. On n'est pas sur un média national où il évoque très largement donc les problèmes des disponibilités des masques ou des tests. Merci encore et à vous la parole. Je vais peut-être commencer et puis je pense pour la question un peu générale, Île-de-France, est-ce qu'on a déjà eu des malades, et Bertrand donnera également sa position parce qu'il y aura probablement des choses complémentaires. À Île-de-France, on est tous les deux d'Île-de-France, donc on aura du mal à vous dire un petit peu comment ça se passe dans nos autres régions. On a déjà des infos sur l'Alsace et notamment sur Mulhouse, qui a été la ville la plus touchée. L'interview de Bertrand, j'ai oublié son nom de famille, Brenou, je crois, quelque chose comme ça, qui est quelqu'un d'extrêmement efficace et qui a réussi à manager son service de façon remarquable. Il a réussi à le garder au Covid négatif jusqu'à maintenant. Et c'est un petit peu un message qu'on essaie de faire passer à tous les collègues hématologues et cancérologues. Alors, ne vous inquiétez pas trop, parce qu'on est inondé de mails entre les collégiales, l'ARS, l'APHP et les amis pour essayer de voir comment on peut organiser les choses. Chaque hôpital essaie d'organiser, l'APHP essaie d'organiser, la région essaie d'organiser. Les idées principales et un peu générales. On essaye de garder les services d'hémato et de cancérologie Covid négatif. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est toujours le cas. Et l'attitude à prendre après pour les garder négatifs est là encore un petit peu compliquée. Les questions qu'on se pose au jour le jour et qui peuvent évidemment évoluer d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, c'est qui faut-il dépister? Est-ce qu'il faut dépister tout le monde à son arrivée? Certains centres comme la Pitié commencent à le faire depuis 24-48 heures, ce qui est compliqué parce qu'il faut qu'on fasse patienter le patient quelques heures avant d'avoir le résultat du Covid et le faire monter en salle pour commencer son traitement. La deuxième chose que fait tout le monde par contre, c'est de faire le minimum de traitements à l'hôpital, uniquement ceux qui sont vraiment obligatoires, le maximum à la maison, soit parce que c'est en comprimé, soit c'est parce que c'est avec l'HAD ou avec des prestataires. Et puis, dès qu'on a un patient qui est Covid positif, on essaye de reporter le traitement. Si vraiment le traitement est obligatoire parce que c'est une maladie qui est importante, une leucémie aiguë, un Burkitt, des choses comme ça, un myélome qui est agressif, dans ce cas-là, ça sera variable pour l'instant, ça va peut-être être généralisé, mais des centres, la majorité, essayent de le traiter dans une unité Covid+, et d'autres le faire dans l'unité elle-même avec des précautions particulières. Alors, pourquoi il y a cette discordance? Parce que vos chimiothérapies, il faut savoir les faire correctement. Donc, si on peut avoir une unité au sein de l'hôpital qui sait faire les chimios et qui soit entièrement Covid+, ce vers quoi on va probablement tendre, ça serait l'idéal. Pour l'instant, ça existe dans certaines unités comme l'IGR ou à René-Huguenin. À la paix, à ma connaissance, c'est que le début, mais ça va être un petit peu le souhait de chacun. Donc, c'est en train de bouger pour vous donner vraiment le maximum de chances de ne pas être positif. Et si vous êtes positif, de vous préserver les chances d'être traité de façon la plus correcte possible. Puis la deuxième question, est-ce qu'il y a eu des patients hémato atteints? Oui, il y en a.
Il y a des formes graves, il y a des formes bénignes. On a un petit peu de tout. Je pense que celui qui a le plus d'expérience, c'est justement notre collègue de Mulhouse, qui a eu pas mal de patients qui étaient atteints. Il y a eu des formes graves, passage en réanimation et des fins qui ne sont pas forcément bonnes. Et d'autres, et ça l'a étonné, c'est qu'il y a des patients, notamment du lymphoïde, des LLC, des lymphomes, qui, malgré le traitement immunosuppresseur des lymphopénies, ont eu des formes complètement asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Donc, ça ne veut pas dire que si vous attrapez le Covid-19, l'issue est forcément négative. Après, je laisse la parole pour donner un peu son opinion sur l'organisation et les malades atteints à Bertrand. Oui, merci Sylvain. Vous m'entendez là? Oui. Parfaitement bien. Ah, d'accord. Écoute, moi, on est un petit peu effectivement dans la même région. Ce qu'on a, nous, comme organisation, c'est effectivement des services Covid plus. L'hôpital Saint-Louis est divisé en deux, un plot qui est finalement une partie Covid plus et une partie Covid moins. On a de plus en Bertrand, pardon de vous couper, qu'est-ce qu'une unité Covid plus? C'est une unité où on peut accueillir les malades qui sont positifs, détectés positifs par le virus Covid. Et donc, on essaye, je dirais, géographiquement de séparer pour ne pas faire circuler le virus au sein de l'hôpital. Et donc, je dois dire qu'effectivement, il y a des unités où on accueille les malades Covid plus, qui sont donc de plus en plus nombreuses. Pour ce qui est des places, voilà, il y a plus en plus de malades. Pour l'instant, le service, en ma connaissance, à la PHP, il n'est pas à saturation aujourd'hui, mais évidemment, on peut s'attendre à ce que le nombre de cas augmente de la population générale. Bon. Pour ce qui est des malades avec hémopathie maligne et donc une Covid, donc une positivité pour les prélèvements Covid, nous on a la connaissance également de patients de ce type. Comme Sylvain disait sur l'expérience du Grand Est, notre expérience, c'est que il y a une grande diversité, une grande hétérogénéité, comme dans la population en général, pour les symptômes que présentent ces malades. Il y a des cas qui sont asymptomatiques, tellement asymptomatiques, par exemple, que une patiente qui venait se faire prélever pour des cellules souches en vue d'une autogreffe a été détectée positive parce que c'est légal de le faire, mais elle n'avait aucun symptôme et elle a été donc confirmée positive au Covid. Et donc elle était parfaitement asymptomatique. Et puis il y a aussi des situations avec des cas graves. Je crois que c'est un tout petit peu tôt. Là, aujourd'hui, on n'a pas la réponse sur l'évolution, comment se fait l'évolution du virus et combien de temps il faut attendre avant de savoir si on peut s'aggraver. On a à peu près le recul dans la population générale, mais en tout cas, l'évolution des malades dont j'ai la connaissance, c'est un petit peu tôt encore. Il y a des cas asymptomatiques et il y a des cas qui sont graves et qui nécessitent la réanimation. Parfait. Merci beaucoup pour ces points. Je propose à Sylvain Choquet d'aborder un certain nombre des questions qui sont affichées ici et qui sont venues en amont de la webconférence. Alors, on va les reprendre et je vais les redire oralement pour chacun. La première question, c'est évidemment les masques. On en a beaucoup parlé. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'on est gêné? Il y a une première phase très délicate dans les premières semaines, notamment à cause de vols, ce qui montre la bonne volonté de beaucoup. Et la situation est franchement en train de revenir dans la norme. En masques chirurgicaux, on a été relivré pour toute la paix il y a une semaine, donc on n'a pas de souci pour ça. Les FFP2, c'est limité et l'indication, c'est essentiellement la réanimation. Et nous, lorsqu'on fait un geste de dépistage essentiellement, c'est-à-dire que le patient n'a plus le masque, on lui met le coton-tige dans le nez, évidemment, ça fait tousser en général, donc il y a un risque important de passage du virus dans l'air. Donc là, il doit avoir un FFP2. Mais sinon, quand le patient est suspecté avant d'avoir les résultats, si on lui met lui un masque et nous un masque, c'est aussi équivalent comme type de protection. Donc les masques, pour l'instant, ça va.
pour les tests de dépistage, c'est variable d'un jour à l'autre. En gros, on en a pas mal, mais on pourra dire un peu jamais assez. Il y a une augmentation de puissance sur les centres spécialisés. Donc, en tout cas, pour la Pitié, par exemple, il y a cette semaine, la semaine dernière, on était à 300 tests début de semaine, 300 tests par jour, et on passera la semaine prochaine à 600 par jour. C'est-à-dire avec le personnel et la technologie pour. Donc, pour l'instant, on met à peu près 4 heures pour avoir un résultat. On espère que ça soit un petit peu plus rapide dans les jours à venir. Donc, tout est en train de se mettre à jour. Il y a également des possibilités de dépistage dans certains laboratoires de ville. Certains vous diront on n'a plus assez de coton pour prélever, parce que des cotons qui sont un peu particuliers, des tiges un peu longues. Il y en a certains qui le font. J'ai un patient qui va se faire dépister demain dans son labo juste à côté de chez lui. Et sinon, il y a des centres, il y a notamment l'Hôtel-Dieu à Paris qui permet un dépistage général. Donc, ça devrait aller quand même pour le dépistage. La question, est-ce qu'il faut le faire pour tout le monde ou est-ce qu'il faut le faire que pour les asymptomatiques? Ce n'est pas encore tranché. Et c'est difficile de vous dire ce qu'il faut faire pour l'instant. C'est en cours de discussion. Alors, les mesures de confinement et de protection, ce sont chez vous les mêmes que pour le reste de la population. Ce n'est pas parce que vous avez une maladie hématologique que vous allez plus facilement attraper le virus. Pensez bien que le risque de contracter le virus, c'est le même qu'on soit immunodéprimé ou pas. C'est éventuellement la gravité de la maladie qui peut être différente. Mais sinon, vous attrapez autant que les autres parce que personne dans la population n'est immunisé tant qu'on n'a pas été en contact avec ce virus. Donc, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Alors, les questions, je ne sais pas, vous voulez que je passe? Les autres, vous avez passé la diapo? Allez-y, allez-y. Hein, les espoirs Oh non, fais pas ça. On veut pas que je parle de la chloroquine. Bon, il y a beaucoup de discussions. Il faut un peu essayer de faire les choses un petit peu claires. Il y a des données qui sont potentiellement intéressantes, notamment in vitro. Il y a un effet notamment anti-inflammatoire des dérivés de la chloroquine, et notamment du plaquenil, l'hydroxychloroquine, qui in vitro est intéressante sur le virus et qu'il était aussi sur le SRAS avant, il y a quelques années. Maintenant, l'étude clinique dont on parle beaucoup à Marseille, il y a des problèmes de méthodologie. Il y a notamment des patients qui étaient passés en réanimation, qui étaient décédés, qui ont été exclus de l'analyse, ce qui n'est pas bon sur le plan méthodologique. Donc, on a perdu un petit peu de temps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais ça veut dire qu'on ne peut pas tirer des critères particuliers. Il y a des risques, notamment cardiologiques, lorsqu'on utilise le plaquenil et aussi quand on l'associe à d'autres médicaments, ce qu'on appelle des torsades de pointe, et ça peut tuer le patient. Donc, on vient juste aujourd'hui de recevoir, en tout cas pour l'AP, un document qui donne les orientations et notamment de pouvoir utiliser le plaquenil. Ça sera délivré service par service en fonction des cas et ça va être essentiellement, évidemment, pour les services qui sont Covid+, donc qui ont des patients qui ont le Covid. Et parmi les critères, il faut qu'il y ait une atteinte pulmonaire. Donc, on ne va pas le donner à tout le monde. Il y a l'ECG qui se fait avant, qui se fait après. Donc, c'est vraiment dans des conditions particulières et on doit vérifier les interactions médicamenteuses. Donc, sous ce stricte référence à ce texte, on peut l'utiliser et on essaye au maximum de le mettre dans les études. Il y en a plusieurs qui utilisent le plaquenil. Voilà un petit peu pour l'histoire. Peut-être que c'est bien, on n'a pas de preuves pour l'instant. Disposition des prises pour organiser les soins, on en a parlé un petit peu, donc je ne vais peut-être pas revenir là-dessus pour l'instant. Alors, on pose une question, peut-on prétendre un arrêt de travail avec une ALD-LLC et hypogammaglobulinémie, même si elle est asymptomatique à l'heure actuelle? Alors, l'arrêt de travail, en gros, ça c'est déjà depuis une quinzaine de jours. On a la possibilité de faire un arrêt de travail, même vous directement, mais nous on peut le faire, au moins pour 21 jours et reconductible après tous les 21 jours à cause du risque du coronavirus. Il est évident que si vous n'avez pas un métier qui est essentiel actuellement, vous pouvez rester à la maison et soit faire en ligne la demande d'arrêt de travail, soit nous le demander. En effet, il y avait l'exemple des hypogamma et des LLC, ça sera probablement la même chose pour les myélomes. On peut vous faire un arrêt de travail et tous les 21 jours, on rétablit la situation pour voir s'il faut le suivre. Alors, la question, on va passer à l'autre diapo. Les gants, est-ce que c'est utile? Non. Alors, c'est non et oui. Non pourquoi? Je ne vais pas faire un peu le normand qui répond comme ça, mais le coronavirus, là, on a quand même des données, mais qui sont en laboratoire. Donc, il faut toujours un peu se méfier des conditions par rapport à la nature.
il y a des équipes américaines qui ont utilisé des solutions de virus et ils ont mis sur plusieurs substances pour voir quelle était la durée. Et notamment, vous voyez, sur de l'acier, ça peut durer parfois jusqu'à 48-72 heures. Mais ce n'est pas en conditions naturelles, il n'y a pas le vent, il n'y a pas tout ce qui se passe à côté, donc c'est une extrême, 72 heures. À l'inverse, ça vous dit que dans ces conditions-là, vous utilisez du savon, au bout d'une minute 30, 2 minutes grand maximum, il ne reste plus rien du tout. Hein, donc hydroxyalcoolique et savon sont vraiment les meilleures solutions. Donc si vous allez au marché, ça c'est une question qui est souvent posée. Vous prenez des légumes. La légume, c'est vrai que même si on vous dit de ne pas le faire, on a tendance à voir si la tomate elle est pas molle, elle est dure. Eh bien, vous pouvez le prendre, mais arrivé chez vous, vous le nettoyez dans de l'eau savonnée ou solution hydroalcoolique. C'est une précaution. Maintenant, les gants, à partir du moment où vous nettoyez vos mains, vous évitez, après avoir touché quelque chose, de le mettre à la bouche ou au visage, le risque, il est nul. Si vous avez un tic, vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre au visage, prenez des gants, mais ça fait un peu débile. Mais vous voyez, vous avez le choix. Faut-il prendre des précautions particulières avec les produits qui entrent à la maison? C'est ce que je viens de dire. Hein. C'est bien, notamment tous les produits qui peuvent être manipulés par tous les gens qui font leurs courses. C'est bien de les nettoyer une fois arrivés à la maison, mais rapidement, vous voyez, hein, 1 minute de savon et puis ça suffit. Peut-on encore acheter les produits frais? Oui, comme les fruits et légumes, oui. Pensez à les nettoyer une fois arrivés, mais il n'y a aucun souci. Continuez à vivre normalement et à manger de bonnes choses. Alors après, il y a toute une liste de questions qu'on va voir rapidement, mais c'est vrai que ça inquiète beaucoup de monde. Pouvions-nous connaître l'existence de ce virus avant le début de l'épidémie en Chine et à quoi servent les labos P4 de Lyon? Pourquoi ils n'ont rien vu avant? Donc, si je vous dis, bien sûr, on savait depuis longtemps, on a fait exprès que ça s'installe, ça va pas le faire. C'est une épidémie qui est arrivée très vite. Certes, c'est un coronavirus, donc c'est une famille de coronavirus, mais il n'était jamais connu sur le plan immunitaire. Et vous avez vu le taux d'extension est exponentiel, extrêmement rapide. Les laboratoires, malgré ce qu'on voit dans les films, ils ne font pas le vaccin au bout de 15 jours. Hein. Ça arrive quand on voit un film de Hollywood. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Le vaccin, on l'aura probablement quand l'épidémie sera terminée, dans plus d'1 an. Hein. Mais toutes les analyses, les précautions, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas connu la dangerosité du virus. Et c'est arrivé très, très vite. Alors, revenir sur le passé, je ne pense pas que ça soit forcément la meilleure chose. On est dans le présent, on s'adapte à la situation, on regarde ce que fait et l'Espagne et l'Italie qui sont passés avant nous. On prend exemple sur eux dans leur malheur et ça peut faire avancer les choses. Mais il est évident que le P4 de Lyon ou de Paris ou d'ailleurs ne pouvait absolument pas prédire l'évolution. Ça, on est vraiment désolé sur ce point de vue-là. Alors, pendant combien de temps un porteur sain peut-il contaminer son entourage? C'est variable hein, dans les littératures. En gros, ça va de 4 à 7 jours, voire un petit peu plus. Ça, c'est le commun. Après, c'est sûr que quand on vous dit on analysait dans les selles, ça peut aller jusqu'à 30 jours. Est-ce qu'en conditions naturelles, c'est vrai, c'est contaminant? Il faut faire attention. Mais pour vous donner des choses vraiment pratico-pratiques, les recommandations pour le personnel médical de l'AP, c'est si vous êtes positif pour le coronavirus, vous êtes confiné à la maison et vous pouvez revenir si vous avez au moins 7 jours depuis le début des symptômes et au moins 2 jours sans symptômes. Donc ça, c'est une vision générale. Je ne peux pas dire que c'est 100% de sécurité. Hein. Évidemment, quand il reviendra, il portera un masque, il est en train de traiter les patients. Mais il ne faut pas non plus délirer et dire on va contaminer tout le temps pendant des mois. C'est l'immense majorité, ça va être 4-7 jours hein, de risque de contamination. Alors, quel est le temps d'incubation pour une personne? Pareil, c'est 4 à 7 jours l'incubation, avoir les symptômes. Donc, quelqu'un vous a filé le virus, 4-7 jours après, vous allez avoir les symptômes. Si vous avez été en contact avec quelqu'un et 14 jours après, vous êtes négatif, si vous avez fait le test, vous ne l'aurez pas. Ça, par contre, on est quand même rassuré. Quand les premiers signes de contamination se manifestent-ils? C'est redondant, hein, c'est 4 à 7 jours après la contamination. S'il y a des signes, il n'y a pas toujours des signes. Hein. Y a-t-il toujours de la température? Non. C'est 80-90% des cas, mais on n'est pas obligé d'avoir de la température. Surtout si en plus vous avez des corticoïdes qu'on ne vous a pas arrêté, donc vous pouvez ne plus avoir de température. Si les symptômes de Covid-19 ressemblent à ceux de la grippe, comment faire la différence? Alors, ils ne sont pas tout à fait comme la grippe. On a la présentation classique qui est une gêne respiratoire et souvent les gens disent j'ai mal dans la poitrine, un peu comme un infarctus, mais ça reste là, il n'y a pas d'irradiation et ils sont essoufflés au moindre effort. Plus la fièvre. Ça, c'est vraiment et la toux plus ou moins. Donc ça, c'est vraiment le classique. Et puis, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des choses qui étaient moins classiques qu'on a appris grâce aux EHPAD. Et c'est le trouble digestif, plutôt la diarrhée, c'est l'anosmie, hein, c'est-à-dire on ne sent plus les odeurs comme d'habitude,
et puis dysgeusie, c'est-à-dire on a les goûts qui sont aussi modifiés. Ça sont des signes atypiques qu'on connaît maintenant qui sont assez spécifiques. Alors que la grippe, c'est les courbatures, ça en a moins, c'est beaucoup plus rare avec Covid-19. Donc la présentation n'est pas toujours du même style. Si les symptômes Covid-19, bon ça je l'ai dit, est-il exact que les personnes du groupe sanguin O sont davantage protégées? Alors je ne peux pas vous l'affirmer, mais c'est assez marrant cette histoire-là. À la fois pour le SRAS, qui était un coronavirus en 2018, et puis en 2008, et puis actuellement, sur des données de Chine, à Wuhan, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu moins de risque de faire les formes agressives que quand on n'était pas haut. Alors, ça n'a pas beaucoup, hein. C'est quand on prend la médiane, quand on est haut, on a 0,67 risque de le faire. Vous voyez, on a 30% de risque de diminution et 1,20, donc 20% de plus pour les autres par rapport à la médiane. Donc, ça ne protège pas complètement. Ça protège peut-être un petit peu en diminuant. Alors, l'hypothèse, qui est là peut-être un petit peu drôle, mais pas sûr du tout, ce sont les chercheurs français qui émettent cette hypothèse-là. Ils avaient montré sur le SRAS il y a quelques années que, en effet, lorsque on utilisait des anticorps anti-A, anti-B, qu'ont tous les patients qui sont hauts in vitro avec le SRAS de l'époque, ça inhibait la liaison avec son récepteur. Actuellement, leur hypothèse, on n'est pas sûr, mais c'est pas débile, c'est que quand le virus infecte quelqu'un et ensuite ressort, il est multiplié, il ressort, il prend des parties de la membrane du poumon. Et dans la membrane plus haut, il y a les groupes ABO. Donc, si vous avez quelqu'un qui est groupe A, qui a des anticorps, enfin, des antigènes A à la surface du virus, et il infecte quelqu'un qui est haut, le haut peut très vite l'inhiber avec les anticorps anti-A ou anti-B. C'est une hypothèse, c'est marrant à savoir, donc peut-être qu'en effet, on est un petit peu protégé. Vous voyez, c'est un petit truc qui ne va pas… si vous êtes haut, allez pas dehors et vous faire infecter par tout le monde. Est-ce que la prise d'antibiotiques peut fausser le résultat du test? Non, hein, il n'y a aucune interaction. Le test est par PCR. Il n'y a pas d'interaction entre la séquence qu'on regarde du virus, même avec les autres virus du coronavirus, on sait faire la distinction, et les antibiotiques. Donc, soyez rassurés, ça ne gêne pas. Faut-il prendre des précautions particulières avec les produits qui entrent dans la maison et lesquels? Ça, on l'a déjà dit, je pense. Hein. Donc, oui, prenez des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé 3 fois par jour. Portez les gants, on l'a déjà vu. Et puis là, on va commencer à faire parler Bertrand, parce qu'il commence à s'endormir un petit peu. Non. Dans son étagère. Portez les gants, on vient de le dire. Alors, pour les prises de sang de contrôle, pourquoi continuer de se rendre à l'hôpital? On laissera parler aussi Bertrand, mais c'est clair qu'on essaye au maximum de minimiser les prises de sang et tout passage à l'hôpital. Donc, prise de sang, si possible, à domicile. Hein, vous le marquez, les labos, ils vont à domicile, ils font bien leur boulot actuellement. Hein. Donc, vraiment, on essaye de passer au maximum. Et les traitements qui sont actuellement assurés à l'hôpital ne pourront-ils pas être provisoirement assurés à la maison? Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Soit d'arrêter le traitement si ce n'est pas obligatoire, et là, c'est votre médecin hématologue qui va vous le dire, hein, ayez confiance, il vous connaît bien. Soit il faut vraiment le continuer, on peut l'adapter, arrêter les corticoïdes par exemple, enlever l'une des drogues, diminuer, soit complètement l'arrêter pendant 2 mois. Hein, il y a de plus en plus de centres, par exemple, pour les entretiens de lymphome folliculaire ou de lymphomas cellulaires mentaux qui arrêtent le rituximab parce que ce n'est pas très grave et on pourra reprendre 2 mois d'arrêt, franchement, ou 3 mois, c'est franchement pas grand-chose. Je laisse la parole à Bertrand. Oui, non, mais pour ce qui est des prises de sang, en fait, les circonstances, vous les savez, c'est que l'objectif, c'est de rester le plus à la maison. Donc, pour ça, limiter ses déplacements et pour les prises de sang, les faire plus à domicile. Et c'est vrai que les labos le font. Pour les traitements, je dois dire que probablement, ça va dépendre des régions. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, en Île-de-France, il y a un effort tout particulier de l'hospitalisation à domicile et des services de type santé-service qui ont eu la capacité d'augmenter leur activité de façon très importante et donc limiter la venue en hôpital de jour, notamment en ambulatoire, pour s'occuper des patients. Et ça, je pense qu'il faut leur tirer un coup de chapeau, même s'ils ne sont pas, je dirais, extensibles à foison, il y a des limites quand même, mais ils ont pu quand même faire un certain nombre de traitements à la maison, et ça c'est une très bonne chose. Alors ça c'est pour la question des traitements à la maison. Il y a autre chose que je voulais dire sur les traitements à la maison, c'est pour tout ce qui est comprimé
de type qui viennent se chercher à l'hôpital, comme donc les imides, le Revlimid, le pomalidomide. Donc il y a des mesures actuelles qui autorisent les pharmacies à donner plus qu'un mois de traitement pour éviter les déplacements. Alors certes, c'est en train de se mettre en place, c'est des circulaires c'est pas possible, toutes les pharmacies sont pas encore au point là-dessus, mais quand même, on essaye de dispenser plus d'un mois de traitement pour éviter aux patients ou à leur famille d'aller chercher les médicaments. Et puis, il y a aussi une mesure qui, j'espère, va pouvoir se développer, c'est cette relation avec les officines qui donc pourraient, les grossistes des officines pourraient aller chercher le médicament à l'hôpital. Donc, ils pourraient se fournir à l'hôpital pour se procurer des médicaments qui, normalement, nécessitent le déplacement à l'hôpital. Et ça, bien sûr, ça limiterait beaucoup les déplacements et les pharmaciens travaillent dur pour ça. Donc ça, c'est toutes ces mesures pour éviter les déplacements. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, est-il prévu d'appeler tous les malades en traitement? Bien sûr, en tout cas, on remplace, je dirais 90 voire 95% des consultations par des appels téléphoniques. Ça, c'est clair. Tous les malades qui doivent venir ou qui doivent avoir ce suivi. Par contre, si c'est des patients qui sont suivis tous les 6 mois ou si c'est des patients qui sont pas sous traitement, on va pas forcément avoir le temps d'appeler tous les malades. Il y a aussi, on fait appel aussi au secrétariat. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir, je dirais, une interaction avec les médecins, parce que c'est vrai que même si on fait des consultations, finalement, je pense que c'est la même chose pour Sylvain, des consultations essentiellement téléphoniques, et on ne voit que les patients qui nécessitent d'être vus. Finalement, c'est aussi pas mal de choses, ça prend pas mal de temps et ce serait parfois difficile de pouvoir appeler tout le monde. Les malades qu'on voit tous les 3 ou tous les 6 mois, finalement, s'il n'y a pas de symptômes particuliers, on n'a pas forcément besoin d'avoir cet appel. Alors, quelque chose de très important, c'est effectivement comment préparer au mieux ma consultation à distance avec un hématologue. C'est important, c'est-à-dire qu'il faut, c'est quelque chose qui se prépare. On va demander au cours de cet entretien téléphonique, on va commencer par demander comment, évidemment, vont les patients. Donc, on va commencer par demander l'équivalent des constantes, c'est-à-dire la température. On va demander ce qui se passe, quels sont les symptômes actuels. Et puis, on va avoir besoin des examens biologiques. Donc, examens biologiques soit transmis éventuellement même par mail au préalable, soit les avoir sous la main. Et puis aussi avoir son ordonnance sous la main, parce que s'il faut prendre 5 minutes encore pour aller chercher l'ordonnance, mais je ne sais plus où elle est parce que je l'avais posée là et puis je la retrouve plus. C'est ces petites choses finalement qui peuvent nous faire gagner du temps et conduire au mieux et puis se souvenir, essayer de récupérer, d'essayer de répertorier un peu tous les événements qui sont passés du point de vue infectieux ou autre. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les autres. Alors, certaines questions sont venues entre-temps. Un vaccin est-il en cours de test? Alors oui, évidemment, je pense que c'est les équipes, non seulement françaises, mais aussi internationales, sont bien entendu en train de travailler sur le vaccin. Mais comme disait Sylvain, je pense que c'est un vaccin qui sera opérationnel pour l'année prochaine si vraiment on a un rythme saisonnier de ce virus qui n'est pas impossible. C'est un virus qui pourra éventuellement revenir et ça sera très important d'avoir un vaccin, mais pour la période d'épidémie actuelle, ça va être trop long de développer le vaccin. Il faut faire une étude clinique, il faut vérifier qu'il soit efficace et donc ça va prendre un petit peu de temps. Ça ne sera pas pour maintenant. Mais il y a un vaccin qui est en cours de Parfait.
Des questions sont venues sur la complémentarité, point d'interrogation, entre public et privé. Pourquoi le privé n'est-il pas plus impliqué et de quelle manière cela peut être plus fluide? Oui, il y a un petit peu, mais là encore, il faut se méfier un petit peu de ce qu'on entend à droite, à gauche. Et moi, j'ai entendu une grande partie de la première intervention et j'ai trouvé remarquable. C'est parfois un peu trop d'informations tue l'information et surtout génère beaucoup de stress et de choses fausses. En fait, l'interaction avec en tout cas en Île-de-France, les réanimateurs sont habitués à travailler ensemble quand même. Les réanimations privées, elles sont utilisées actuellement en France, en tout cas à Paris et en Île-de-France. Il y a des réas qui sont mises à contribution, soit par le personnel, soit par donc les lits qui sont occupés. Donc, faut pas avoir forcément cette idée qu'il n'y a pas d'interaction. En Île-de-France, je crois que de toute façon, on aura besoin de tous les lits, au moins les lits de réanimation. Et du point de vue hématologique, c'est vrai que la plupart des patients, en tout cas en Île-de-France, ils sont suivis dans les hôpitaux plutôt publics, mais il y a aussi des hôpitaux privés qui prennent en charge ces malades. Alors, pour reprendre sur le même sujet, ça vraiment, c'est une idée à oublier de façon définitive. Le secteur privé travaille à fond actuellement. Sur le plan hématologique, il y a très peu, comme disait Bertrand, il y a très peu de cliniques qui font de l'hématologie en Île-de-France. Il n'y en a qu'une seule, c'est Antony, qui est un hôpital privé qui est assez gros, mais sinon, il n'y a pas d'autres centres. Contrairement à la cancérologie, et pour le coup, ils sont vraiment sur le pont, et notamment, vous voyez, pour des choses très simples qu'on oublie parfois, mais on a fait un peu un tour d'horizon en Île-de-France pour la possibilité de pose de chambres implantables, porte à 4, qui diminue dans certains centres parce que les chirurgiens ont arrêté ce type d'activité. Eh bien, il y a des cliniques privées qui nous dépannent et qui nous font en 24 heures, voire moins, les poses de chambres implantables. Donc, tout le monde est impliqué, surtout pas critiquer nos confrères qui font un super boulot et dans le privé et en médecine générale. Alors, si on passe à la question du dessus, là, qui sont les traitements pour 2 mois, moi, ça m'étonne qu'il y ait des pharmacies qui aient refusé, ou alors elles ont oublié, ou alors on a oublié de mettre sur l'ordonnance donner 2 mois, mais normalement, surtout hospitalière, je trouve ça un peu délirant, donc vérifiez votre source. Et si c'est vrai, je veux bien que vous me donniez le mail de la pharmacie, on leur donnera un mail commun avec Bertrand pour leur expliquer un peu la situation. Mais je pense que ça peut être un peu délirant. Et puis, y a-t-il un risque que les produits dérivés de collecte du sang soient contaminés? Alors, il y a 2 questions. Contaminés, est-ce qu'on va avoir un problème? Contaminés, clairement, on peut dire non pour diverses raisons. La première, c'est que le sang est quasiment jamais atteint. Dans la même étude américaine dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était moins de 1% qui était positif en ARN. Ça ne veut même pas dire que le virus qui était détecté était un virus qui était vivant, capable d'infecter. Donc actuellement, le sang, il n'est pas à risque. Évidemment, il y aura un interrogatoire comme d'habitude. Je ne suis pas sûr pour l'instant qu'il y ait un dépistage nasal du Covid. Peut-être qu'on le fera. Mais il y a vraiment une sécurité pour les transfusions. Est-ce qu'il y aura une pénurie? On a eu un petit peu peur au début, notamment pour les plaquettes qui ont une durée courte. Pour l'instant, ça se passe bien parce que les gens sont vraiment toujours volontaires. Ils se déplacent. Je rappelle, je l'avais dit la semaine dernière, mais vous avez la possibilité dans la case numéro 4 de la feuille que vous devez avoir avec vous quand vous passez les contrôles de la police ou de la gendarmerie en disant c'est pour des raisons médicales et vous pouvez donner votre sang. Les centres, en général, la liste. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes malade, mais tout votre entourage, c'est important. Mais pas besoin de se ruer maintenant. Il faut tenir sur la longueur. Donc, tant qu'il n'y a pas d'appel d'urgence, faites comme d'habitude. Vous avez l'habitude de donner, vous donnez. Le centre de transfusion vous appelle. Allez-y avec vos amis et vos enfants majeurs. Oui, moi, si je peux ajouter quelque chose, au niveau, il n'y a pas de pénurie de sang actuellement, et on a plutôt des queues
pour les dons du sang qui sont impressionnantes et qui donc d'ailleurs qui génèrent en fait cette Désinfection. voilà, il faut respecter aussi parmi les donneurs cette distanciation sociale. Mais voilà, il y a un élan quand même de solidarité énorme qui fait qu'il y a des donneurs. À ma connaissance, ils sont pas testés non plus tous. Évidemment, ils ont l'interrogatoire au début, savoir s'ils ont des symptômes. Et puis, concernant la contamination par le sang, donc il y a Sylvain, comme toujours, qui refait une revue exhaustive de la bibliographie en permanence, a bien vu, donc vous a dit, il y a eu quelques situation aussi de grossesse, donc d'accouchement, donc de maman qui était contaminée et les nouveau-nés n'étaient pas contaminés, ce qui quand même s'il y a peu de situations de ce genre, ça veut bien dire que ce qu'on appelle la virémie, le passage dans le sang du virus est extrêmement faible et il est plutôt présent dans le poumon, les sécrétions et puis évidemment les selles. Peut-être une dernière série de questions qui ont été posées en amont, mais peut-être tout de suite une question qui revient souvent. Et j'en profite pour remercier vraiment chaleureusement le docteur Alexis Talbot qui répond aux questions autant que possible et aussi vite que possible sur les messages. Des questions sur la dexaméthasone. Voilà, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes par rapport à cela. Pouvez-vous élaborer, si je puis dire, des réponses là-dessus? Oui, alors bon, la dexaméthasone, donc c'est un médicament essentiel dans le myélome, mais c'est aussi un médicament très immunosuppresseur et en particulier qui a un effet immunosuppresseur sur vis-à-vis des infections virales. Et on se connaît bien, on a l'habitude de voir les patients qui font des grippes, en fait, qui font des grippes les plus graves sont des patients souvent qui ont un long passé de traitement avec la dexaméthasone ou un traitement récent avec la dexaméthasone. Donc, c'est pour ça que nous, enfin, on recommande et également donc ces recommandations de l'intergroupe francophone du myélome de ne pas forcément faire de dexaméthasone si on est en situation de contrôle de la maladie, c'est-à-dire après les 3 à 6 premiers mois de traitement. Et vous savez que maintenant les traitements sont de plus en plus longs en fait, efficaces mais longs. Et donc parfois on peut là, il faut même interrompre le traitement par la dexaméthasone quand on est en bon contrôle de la situation et si c'est pas absolument nécessaire. Bien entendu, la dexaméthasone, c'est indispensable si jamais on est au diagnostic de la maladie, s'il y a des complications, s'il y a des symptômes, s'il y a trop de calcium dans le sang, c'est un médicament essentiel, si il y a des douleurs qui sont trop importantes, tout ça, c'est des situations où il faut utiliser la dexaméthasone, où on n'a pas le choix. Et même s'il y a un réveil qui est brutal de la maladie, il faut utiliser la dexaméthasone. Mais dans les situations, je dirais, de routine, après 6 mois de traitement, quand la maladie est mieux contrôlée, c'est un médicament qu'il faut éviter. Voilà. Parfait, merci de ces éléments. Nous reprenons les quelques questions qui sont ici. Il y a notamment des questions sur les thérapies douces qui sont venues et qui sont en toile de fond également. Je sais qu'il y a des aspects de bénéfices, de risques. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Alors, les thérapies douces, surtout Bertrand, qui est un grand spécialiste international, qui va vous en parler. Je pense que ça va beaucoup vous aider pour le confinement, pour rester chez soi. Mais pour le virus, il ne faut pas espérer que ça nous aide des masses. Non, idem, je pense que ça doit faire passer 5 minutes, donc ça aide un peu pour supporter toutes les contraintes du confinement. Mais je crois que vis-à-vis de la maladie, c'est pas forcément très facile. Encore que l'hypnose on s'en sert maintenant pour pratiquer certains gestes. Et donc, il y a un effet antalgique possible, il y a un effet aussi de pouvoir s'extraire de cette situation de confinement qui est pas mal. Pour les essais cliniques, est-ce que tu peux dire un mot, Bertrand? Pour les essais cliniques, alors pour les essais cliniques, la plupart
des essais cliniques, de toute façon, l'inclusion, je dirais, dans les essais cliniques ont été interrompus parce que, une des complications principales, c'est des médicaments qui sont spéciaux, c'est des lots spéciaux. Comme Sylvain l'a dit, nous n'avons pas de signal en ce moment de pénurie de médicaments classiques du myélome. On va pas manquer de daratumumab, on va pas manquer d'imide. Mais par contre, les médicaments qui sont fournis régulièrement spécifiques pour les études cliniques, ça c'est plus difficile à acheminer. Et puis les contraintes qui sont liées aux études cliniques demandent de venir très souvent à l'hôpital. Donc, on recommande, c'est de limiter évidemment, voire d'annuler les inclusions dans les études, sauf peut-être dans les situations où il y a des études sur les malades qui ont une forme de maladie de très haut risque, qui peut permettre éventuellement de permettre un contrôle plus rapide de la maladie et qui peuvent donner accès à des médicaments nouveaux. Et ça c'est quelque chose qu'on veut maintenir. Alors il y a une petite question éventuellement qui concerne relativement peu de patients encore en France, qui sont les CAR, ces fameuses thérapies d'immunothérapie avec des cellules T qui sont équipées de récepteurs pour les cellules tumorales. C'est sûr que lors de cette procédure, il y a qu'on appelle une lymphodéplétion avant. Donc, il y a un traitement préalable qui est extrêmement immunosuppresseur puisqu'on enlève les lymphocytes. Et donc, ces procédures, elles sont bien entendu à l'arrêt. Et en plus, il y a des problèmes de transport éventuellement des cellules puisque beaucoup maintenant, actuellement, traversent l'Atlantique. Donc, tout ça est limité. Donc les études cliniques, on va forcément être un petit peu en arrêt. Ce qu'on fait, c'est qu'on limite les visites. On va éventuellement espacer les traitements. Il va y avoir quelques, donc infidélité au protocole clinique. On va sauter quelques prises de médicaments. Par exemple, quand il y a des daratumumab tous les 15 jours, ce daratumumab pourrait être fait éventuellement tous les mois. Je crois qu'il faut admettre que il va y avoir donc cet allègement un petit peu des traitements pour une durée, j'espère, la plus faible possible. Très bien. Oui, je voudrais revenir, si vous permettez, suite à la conférence. Alors, on ne t'entend pas bien. Je vais mettre un petit peu plus fort et je vais te demander de parler un petit peu plus fort. Donc, une intervention de Bernard Delcourt. Oui, parce qu'on a passé un slide et c'est vrai que nombreux d'entre nous ont fait remonter des questions sur la notion donc de maladie immunodéprimée. Oui. Que c'est une notion compliquée. Est-ce que le fait qu'on ait été atteint d'immunopathie maligne, qu'on soit aujourd'hui plus en traitement, en rémission, en mission profonde, on est toujours dans cette catégorie de malades. Et est-ce que tous ces malades qui ont eu cette maladie il y a plus ou moins longtemps, ou d'autres maladies comme le myélome, une leucémie, voilà, ils sont tous considérés comme être susceptibles de développer une forme grave d'infection par le Covid? Oui, c'est pas une question facile parce que l'immunodépression en fait est un mauvais terme. C'est plutôt l'immunosuppression. Parce que c'est vrai que le système immunitaire, notamment celui contre les infections virales, il fait appel surtout à deux types d'immunité, une immunité cellulaire qui sont les lymphocytes dans le sang et une immunité humorale qu'on appelle humorale qui se font appel aux anticorps. Or, la leucémie lymphoïde chronique, le myélome, bien entendu, il y a beaucoup de baisse d'anticorps normaux. Et donc ça rend de toute façon un peu susceptible, et on le voit avec les autres infections pulmonaires ORL. Donc ça, c'est déjà une cause d'immunosuppression et éventuellement de risque
un peu plus important de faire des infections graves. Mais il y a parfois des antibioprophylaxies pour certaines bactéries et puis parfois en fait des substitutions avec les immunoglobulines. Donc ça, c'est du côté humoral, et du côté des lymphocytes, c'est surtout la dexaméthasone qui fait baisser les lymphocytes, et c'est pour ça qu'on recommande donc de lever le pied sur la dexaméthasone quand elle n'est pas nécessaire. Et bien entendu, le risque donc d'infection virale grave, elle dépend beaucoup de où on en est dans la maladie. Et c'est vrai que si on est sous traitement d'entretien avec le Revlimid ou à distance un petit peu des chimiothérapies, j'irais du départ, ou de la dexaméthasone, eh bien on est beaucoup moins à risque, et le chiffre de lymphocytes compte beaucoup. Donc il y a des phases où on est plus ou moins effectivement avec cette immunosuppression, et on voit bien que parmi les cas dont on a parlé un petit peu au départ, que en fait, les patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique, qui ont été infectés par le Covid et qui n'ont pas forcément de forme très très grave, et qui ont fait juste un peu de tout, et qui ont guéri après. Et pour les patients myélomes, c'est pareil. Hein, on a, je vous dis, entre les patients asymptomatiques dont je vous parlais, elle venait pour ce recueil de cellules pour son autogreffe. Donc, elle avait eu 4 cures d'induction déjà, un triplet avec de la dexaméthasone, et pourtant, elle était parfaitement asymptomatique. Le recueil est systématique avant l'autogreffe, c'est pour ça qu'on l'a fait. Avant le recueil de cellules, c'est pour ça qu'on l'a fait. Parfait. Nous allons vous demander à l'un et à l'autre, donc Sylvain Choquet et Bertrand Hanuf, de conclure peut-être avec un message chacun, avant bien évidemment de poursuivre avec la dernière partie de la session. Vous l'avez compris, nous avons décidé de prolonger d'une quinzaine de minutes environ pour ne pas interrompre les nombreuses questions qui ont été posées, et puis surtout pour vous permettre d'y répondre de la manière la plus complète possible. Donc, un message de chacun. Message un petit peu général. Je pense qu'il y a vraiment une chose qui est importante, c'est, même si je ne peux pas vous dire tout va bien se passer forcément, rassurez-vous, on est sur le terrain, on s'occupe de vous, on est tous ensemble. On a 12 000 mails par jour, et on essaie de faire au mieux, de s'organiser avec le public, le privé, entre services, entre régions, entre pays. On n'a pas de pénurie pour l'instant. On aura peut-être des soucis pour les places de réanimation, c'est ce qui nous inquiète pour l'avenir. Ils sont en train de sélectionner. Je pense la principale difficulté pour nous, ça va être ça, les places disponibles de réanimation. Donc, évitez au maximum que vous soyez positif. Si vous êtes positif, ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Vous aurez plus de chances de ne pas être grave que grave. Et puis après, on sera toujours là pour vous soutenir derrière et éviter tout ça ou vous traiter s'il y en a besoin. Ouais, je voulais juste dire qu'effectivement, comme Sylvain, que certes c'est une épidémie, certes c'est sans forcément précédent, en tout cas récent, mais qu'il y a vraiment toute une équipe soignante, les soignants par qui vous êtes donc pris en charge, qui sont avec vous, et que il y a donc pas forcément d'inquiétude à avoir, sous réserve que vous respectiez les consignes, et on sera là pour vous aider s'il y a des interrogations, la preuve, et ça on le fera autant de fois qu'il faut. Il y a un pic à passer, et par la suite ça ira beaucoup mieux, et on pourra reprendre un peu le cours des événements. Voilà. Alors, je vais me faire l'écho des différents messages qui arrivent et qui saluent à la fois, messieurs, votre professionnalisme et aussi votre humour qui fait beaucoup de bien, qui marque une distance. Et cette distance est très appréciable et très appréciée. Donc, au nom de tous les participants, je tiens à vous remercier, et également à remercier Alexis Talbot,
qui doit avoir les mains qui chauffent à l'heure actuelle parce qu'il a dû répondre, et il continue d'ailleurs de répondre au fur et à mesure à un certain nombre de questions. Soyez également avertis du fait que nous avons un replay qui va arriver tout de suite après et que vos questions seront consolidées. Vous pourrez, à travers le questionnaire de satisfaction, nous indiquer également quels sont les thèmes, quelles sont les questions résiduelles, quels sont les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans la troisième webconférence, puisqu'il y aura une troisième webconférence et qui aura lieu la semaine prochaine. On y reviendra tout à l'heure. C'est le moment de se dire au revoir. Encore un grand merci Sylvain Choquet et Bertrand Arnulf, et puis d'accueillir pour la troisième partie de notre webconférence, eh bien, Dominique Thierry. Dominique Thierry qui est juriste et qui va aborder pour vous des questions sociales et administratives. Nous avons déjà eu quelques premières questions qui concernaient les arrêts de travail, mais de manière générale, eh bien, je la laisse tout simplement se présenter à vous et aborder les prochains sujets. Dominique, c'est à vous. Bonsoir à tous. Donc, je suis juriste spécialisée en droit de la santé. J'ai créé l'association Juriste Santé et j'ai effectivement, depuis le début de Covid, répondu à beaucoup de questions, notamment pour les personnes qui sont atteintes de lymphome, mais d'autres pathologies aussi. Donc, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc, les questions qui reviennent le plus souvent, effectivement, ce sont les personnes qui sont en affection de longue durée. Sont-elles considérées comme personnes à risque et comment doivent-elles faire pour avoir un arrêt de travail? Alors, ce n'est pas parce qu'on est en affection de longue durée qu'on est nécessairement une personne à risque. Tout dépend si on est en rémission, si on est considéré effectivement comme étant ayant rejoint le risque de la population générale, ou si on est en traitement, ou si on a eu des traitements qui font qu'il y a des séquelles qui représentent toujours un risque. Donc, à partir du moment où effectivement on a un risque élevé, et là on sait que ce sont donc les personnes qui sont atteintes de cancer, en traitement pour des cancers, les personnes effectivement qui ont des pathologies hématologiques, qui ont des séquelles par rapport à tout ça, effectivement, à partir de là, on va considérer qu'il y a un risque et on vous engage à faire vous-même votre arrêt de travail sur la plateforme d'Amélie. C'est le site déclare.amélie.fr. Vous avez la possibilité de vous-même vous déclarer et de réaliser votre arrêt de travail tout seul. Donc, vous aurez un arrêt de travail qui va durer 21 jours, qui pourra être renouvelé. Si vous avez un doute, je vous engage à soit consulter votre hématologue s'il a un peu le temps, mais on a vu qu'ils sont très, très débordés. Donc, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Si votre médecin traitant n'est pas disponible, je vous engage à essayer d'obtenir une consultation en télémédecine. Ce médecin pourra, en télémédecine, vous faire également un arrêt de travail s'il estime que c'est nécessaire, dans le cas où vous avez un doute sur êtes-vous à risque plus élevé que la population normale ou pas. Donc, si vous êtes en arrêt de travail, effectivement, le mode de calcul, c'est celui que vous connaissez déjà. Hein, c'est de toute façon, ce sont la même manière exactement de faire. Vous n'avez pas plus d'indemnité journalière parce que vous êtes en arrêt de travail pour ne pas vous mettre en risque de contracter le virus ou parce que vous avez le virus. Donc, si c'est le secteur privé, vos indemnités journalières sont toujours calculées sur la base de vos 3 derniers mois de salaire avant l'arrêt de travail, si vous étiez en train de travailler. Ensuite, selon votre ancienneté, vous avez droit à un maintien de salaire ou pas. Selon que vous bénéficiez d'une prévoyance, vous aurez accès à cette prévoyance ou pas. Là aussi, ça dépend très souvent de l'ancienneté. Dans le cadre du secteur public pour les fonctionnaires, là, on va se retrouver en règle générale sur des procédures de congés ordinaires où la personne pourra bénéficier de son traitement à taux plein pendant 3 mois. Moi, j'espère quand même que d'ici 3 mois, on sera sorti de cette période d'épidémie, mais il va de soi que je pense qu'il y aura des décisions qui seront prises si 3 mois ne devaient pas suffire. Donc,
Beaucoup de questions aussi sont arrivées sur la question du chômage partiel. Hein, donc, c'est pour ceux d'entre vous qui sont en rémission, qui avaient recommencé à travailler avec les traitements et votre employeur vous propose un chômage partiel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut comparer, c'est si vous êtes considéré à risque élevé, eh bien, le fait d'être en arrêt de travail, si vous avez un maintien de salaire, si vous avez une prévoyance, ce sera peut-être plus avantageux. Autrement, si vous n'avez pas de maintien de salaire, si vous n'avez pas de prévoyance, le chômage partiel, on va vous proposer 70% de votre brut, ce qui correspond à peu près à 84% de votre salaire net. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment étendu là aussi le chômage partiel. Par exemple, les personnes qui travaillent, les employés de maison, on va dire, qui travaillent à domicile, maintenant elles sont éligibles à ce chômage partiel alors qu'elles ne l'étaient pas précédemment. Donc pendant la période du Covid, elles seront éligibles. De la même manière, les personnes qui sont au forfait jour sont également éligibles désormais au chômage partiel. Donc, comme je vous ai dit, 70% du brut, à peu près 84% du net. Donc, j'ai répondu déjà à la question employé de maison. Donc, je ne sais pas comment je passe à la dia suivante. Merci. Donc, également, la personne qui est en chômage partiel et qui est diagnostiquée positive au Covid, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, l'arrêt de travail renseigné auprès d'Amélie, donc de la sécurité sociale, va interrompre le versement du chômage partiel et va être remplacé par les indemnités journalières. Les indemnités journalières, là, seront calculées sur le salaire ou le traitement qui était touché avant la mise en chômage partiel. En ce qui concerne le maintien de salaire, il faut savoir que le maintien de salaire, il n'y en aura que si la personne avait suffisamment d'ancienneté, donc à minima 1 an d'ancienneté. À partir du moment où on est en chômage partiel, il faut savoir aussi que c'est une suspension du contrat de travail, que cette suspension du contrat de travail fait que, eh bien, par exemple, si il me manquait 2 mois pour avoir 1 an d'ancienneté et que pendant ces 2 mois, j'étais en chômage partiel, je n'aurai malheureusement pas accès au maintien de salaire puisque ça suspend l'accession au droit comme il y a comme il y a une suspension du contrat de travail. Donc, lorsque vous êtes en arrêt de travail et que vous avez un prêt à votre charge, comment votre assurance va prendre le relais? Là, ça dépend de ce que vous avez négocié, de ce qu'il y a dans votre contrat en termes de garantie. Donc, pour certains contrats, on va avoir effectivement un délai de carence qui peut être de 30 jours, pour d'autres de 60 jours et pour d'autres encore de 90 jours. Donc, ce qui veut dire que dans un premier temps, au moins sur les 30 premiers jours, en règle générale, il n'y aura pas de prise en charge de l'assurance. Ce sont souvent pour les crédits à la consommation où on peut voir au bout de 30 jours une prise en charge des primes par l'assureur. Donc, je vous engage véritablement à aller regarder vos contrats. Très souvent, concernant les contrats immobiliers, on a accès à ces garanties le plus souvent à partir du 61e jour ou du 91e jour. Malheureusement, pendant ce délai de carence, il n'y aura pas de relais à ce niveau-là. Donc, l'autre question, c'est donc mon mari dispose actuellement d'un arrêt déclaré à la sécurité sociale pour garder ma fille. Cet arrêt court jusqu'au 30 mars. Je ne sais pas s'il peut demander un autre arrêt au titre de sa pathologie. Quelle est la durée maximum possible? Alors déjà, là, votre mari, effectivement, donc si j'ai bien compris, il a lui-même, il a une pathologie avec potentiellement qui comporte un risque élevé. Donc, soit au moment où il termine, au 30 mars, il faudra voir où en est la situation. Soit là, il reprendra un arrêt au titre de la garde de votre fille, parce que ce sera certainement quelque chose qui sera renouvelé jusqu'à ce que les enfants puissent retourner à l'école. Et autrement, il pourra effectivement solliciter cet arrêt de 21 jours dont je vous ai précédemment parlé en faisant sa déclaration sur déclare.amélie.fr, qui est d'ailleurs le site sur lequel il va aussi être amené à déclarer dans le cadre où vous pouvez être amené à déclarer le fait de votre arrêt de travail en lien avec la garde d'un enfant à votre domicile.
Donc, dernière question que je vois ici. Mon conjoint est en ALD pour un traitement pour lymphome. Je travaille, il est une personne à risque. Ai-je le droit d'être mis en arrêt de travail? Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a rien qui est prévu à ce niveau-là. J'ai de la musique, voilà. Donc, il n'y a rien qui est prévu à ce niveau-là pour l'instant. Cependant, sachez que les associations se sont réellement saisies de ce problème et qu'il y a eu un communiqué de presse aujourd'hui par France Asso Santé pour faire remonter au niveau de la CPAM, mais aussi du ministère de la Santé, cette vraie problématique qui est que lorsque effectivement on est en lien avec une personne à risque et que soi-même on travaille à l'extérieur parce qu'on n'a pas de possibilité de télétravail, effectivement en travaillant à l'extérieur on peut être exposé au virus et là, toute l'importance, pour l'instant en tout cas, de respecter les consignes des mesures barrières. Donc, dès que vous rentrez à la maison, vous lavez les mains, voilà, peut-être changer de vêtements, etc., de manière à minimiser tous les risques à ce niveau-là. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, oui, nous avons un certain nombre de questions ou de commentaires que je vais relater. Alors, Maryse nous dit, une fois qu'une pathologie est notifiée par la CPAM d'affection longue durée, suite à la demande faite par votre médecin, vous n'avez plus à décrire votre pathologie maligne. Alors là, je ne sais pas, je ne comprends pas trop la question en fait. Alors peut-être que Maryse va pouvoir préciser peut-être sur le chat cette question. Oui, sur le chat. Voilà, une autre question pratique. Qui paye le salaire dans le cas d'un chômage partiel? Est-ce que c'est l'entreprise qui paye et ensuite il y a un relais ou comment est-ce que ça se passe? Alors, au départ, c'est l'entreprise qui va payer. Donc, en fait, le salarié, il ne s'occupe de rien. C'est son employeur qui va réaliser toutes les formalités afin de mettre son personnel en chômage technique, enfin en chômage partiel en tout cas. Et l'employeur va continuer à payer. Donc, l'employeur paiera effectivement 70% du brut, donc 84% du net. Et ensuite, l'employeur sera, lui, remboursé par la suite. Donc, l'employeur va faire une avance de trésorerie. Donc, actuellement, ce système peut fonctionner pendant 1000 jours. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère quand même qu'on aura terminé, enfin qu'on n'aura plus besoin, besoin de ça d'ici 1000 jours. Mais là aussi, je pense qu'il y aura des aménagements qui seront effectués si il était nécessaire d'avoir des chômages partiels au-delà de 1000 jours. Je n'ai pas d'autres renseignements pour l'instant. En tout cas, c'est l'employeur qui s'occupe de tout et c'est l'employeur qui paye le salarié. Alors, Maryse nous indiquait que, en fait, j'avais repris une question qui était une question préalable, donc il était normal que vous n'ayez pas interprété cette question. Voilà. Bon, une question qui revient sur pourquoi les 90 jours de mise en route du côté des assurances. Alors, en fait, c'est contractuel. Malheureusement la plupart des personnes quand elles contractent avec un assureur, elles ne font pas tellement attention aux clauses du contrat. Il s'agit simplement d'un contrat et donc c'est pas une disposition légale, c'est une autorisation effectivement pour les assureurs de mettre en place un délai de carence pendant lequel la personne va cotiser à minima à l'assurance de manière à ce que l'assurance ait un équilibre financier. Donc souvent, des assureurs peuvent proposer des délais raccourcis, mais ça veut dire que les primes sont plus élevées. Et donc, très souvent, moi, ce que je vois dans la pratique, c'est que les personnes, en fait, elles n'ont pas voulu prendre, par exemple, une carence seulement d'un mois parce que ça augmentait de manière très importante le niveau des primes mensuelles. Donc voilà, c'est conventionnel, c'est quelque chose qui appartient à l'ordre du contrat que vous avez avec les assurances. Donc, voilà, comme je vous dis, c'est le plus souvent 90 jours dans les prêts immobiliers. C'est très clair, Dominique, merci beaucoup. Merci. La question de l'aidant revient souvent. L'aidant peut-il bénéficier d'un arrêt de travail, vous avez partiellement abordé ce point-là, pour soutien à un malade dans le cadre du confinement?
Alors, l'aidant ne peut pas obtenir aujourd'hui, en tout cas, l'aidant ne pourra pas obtenir un arrêt de travail pour soutien à un patient dans le cadre, à la personne aidée dans le cadre du confinement. Par contre, ce qu'il peut obtenir, c'est peut-être un congé de proche aidant. Faire voir avec son entreprise s'ils ont mis en place la procédure de congé de proche aidant et s'il est possible de bénéficier dans ce cadre-là d'un don de jours de congé ou de RTT, là aussi, si ça a été mis en place. Alors, le congé de proche aidant, il n'y a pas de souci, c'est une disposition qui concerne tout le monde et effectivement, on y a accès. Hein, c'est 1 an sur toute la carrière. Et souvent, voilà, on peut le prendre en découpé, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème de ce congé, c'est qu'actuellement, il n'est pas financé. Il sera financé à partir du mois d'octobre 2020 à hauteur à peu près de 50 € par jour. En attendant ce financement ou en complément de ce financement, en tout cas, il y a la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de mettre en place des dons de jours de congé ou de RTT afin que la personne qui sollicite ce type de congé puisse avoir un revenu. Autrement, c'est sans solde, c'est sans salaire, sans traitement. Merci. Merci aussi à Béatrice de relayer un certain nombre des questions. Ça nous aide bien, et moi en particulier, pour les transmettre à Dominique. Alors, l'une d'entre elles, qui vient de Christophe, est pour les travailleurs non salariés, donc les indépendants. Quelles conditions ? Sachant que pour beaucoup, les 70% de baisse de chiffre d'affaires ne sont pas systématiques, puisque l'arrêt est arrivé, l'arrêté notamment et le maintien de confinement est arrivé en cours de mois, je crois vers la mi-mars, vers le 18 ou quelque chose comme ça. Oui, alors il va falloir attendre. Alors il y a un fonds de solidarité qui a été créé, où effectivement il faut voir si au cas par cas, si vous rentrez dans les conditions pour pouvoir bénéficier des versements qui sont prévus à l'intermédiaire de ce fonds de solidarité. Et ensuite, il me semble, il y a quand même un certain nombre maintenant d'indépendants qui ont quand même accès, eux aussi, à l'arrêt de travail avec une indemnisation des indemnités journalières par rapport à cet arrêt de travail. Hein, puisque dorénavant, les personnes qui sont auto-entrepreneurs, les personnes, il y a un certain nombre d'indépendants qui sont quand même éligibles aux indemnités journalières. Et puis pour les autres, pour les régimes spéciaux, alors je n'ai pas le temps là de tout vous détailler, mais il faut regarder au cas par cas ce qui est prévu. Et là, on peut espérer effectivement, on le voit bien, hein, les lois sont en constante évolution. Là, moi, d'un jour à l'autre, les choses évoluent, changent. Donc, on peut espérer que là aussi, il y ait des évolutions qui soient faites afin que personne ne soit laissé sans ressources. Une question qui est arrivée vers moi aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en société de portage, qui actuellement, effectivement, dans le cadre des sociétés de portage, elles n'ont pas accès au chômage partiel, par exemple. Voilà. Donc, mais on peut espérer, mais là aussi, leurs syndicats sont en train de faire remonter cette difficulté au niveau des tutelles du ministère, et on peut espérer qu'effectivement, il y ait des décisions qui soient prises pour faciliter les choses pour toutes ces personnes. Peut-être une dernière question avant de nous séparer. Mais je constate qu'il y a encore plus de 150 personnes qui sont connectées. Il y a eu jusqu'à 380 à 400 personnes qui étaient connectées. Nous avons prolongé cette webconférence pour répondre au maximum à vos questions. Je n'arrive pas à me faire assurer un prêt immobilier de gros risques. Alors, ça dépasse le cadre du Covid. Oui. Y a-t-il des assurances qui jouent le jeu, qui prennent le risque? Voilà. Alors, tout dépend. Là aussi, je vous dirais que c'est au cas par cas. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous faire assurer, mais vous êtes en traitement? Là, vous ne trouverez aucun assureur qui vous assurera pendant le temps des traitements. Je suis désolée pour ceux à qui voilà, mais malheureusement, ça fait maintenant, ça fait très très longtemps que j'exerce ce métier et on n'a jamais trouvé d'assureur pour assurer quelqu'un en cours de traitement. Après la fin des traitements,
Vous avez certainement tous entendu parler du droit à l'oubli, mais ce droit à l'oubli, donc, il dépend de l'âge du diagnostic. Donc, avant l'âge de 18 ans, effectivement, on a un droit à l'oubli au bout de 5 ans après la fin des traitements sans rechute. Après 18 ans, on a un droit à l'oubli après 10 ans, après la fin des traitements et sans rechute. Cependant, il existe une grille des pathologies AERAS qui est qui est chaque année remise à jour et qui inclut chaque année 2 nouvelles pathologies avec des délais d'accès réduits aux assurances. Donc, pathologie pour pathologie, il faut qu'on aille vérifier dans cette grille pour voir si vous êtes éligible à un délai raccourci, sans surprime, sans exclusion. Et autrement, ça va être une négociation avec les assureurs. Et il faut aussi savoir que lorsque quelqu'un n'est absolument pas éligible à une assurance de prêt, les banquiers se sont également engagés à voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent permettre quand même d'accéder aux prêts immobilier notamment. Donc, ça peut être une caution, ça peut être un contrat d'assurance vie qui est mis en garantie. Enfin, voilà, vous avez Après, on pourrait tenir 1 heure sur ce genre de questions. Très bien. Alors, avant de vous passer la parole à l'un et à l'autre, Bernard également pour un message de conclusion. Bien sûr, de remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont fait l'amitié de suivre cette webconférence. Vous précisez qu'il y aura une nouvelle webconférence qui aura lieu le jeudi 2 avril de 18h à 19h30. Vous allez recevoir le replay dans quelques minutes après la fin de la webconférence. Et puis, une enquête de satisfaction que nous vous demanderons dans l'optique d'une amélioration permanente de bien vouloir remplir, et également pour poser des questions qui n'auraient pas eu de réponse. Je profite également de cette occasion pour saluer chaleureusement les présidents de France Lymphome Espoir, Guy Bouguet, puisque vous le savez, c'est une initiative interassociative, de saluer également le Christian Pupin, le président de la SILLC, donc Association française, association de soutien et d'information à la leucémie lymphoïde chronique et à la maladie de Waldenström. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et je passe la parole à Bernard Delcourt, donc ancien président de l'Association française du myélome multiple, pour un mot de conclusion, Bernard. À nouveau très impressionné par la qualité et le nombre d'échanges lors de cette webconférence. Je tiens à remercier vraiment tous ceux qui sont intervenus, nos médecins qui sont très sollicités en ce moment, Karen Crotter qui nous a donné toujours un éclairage intéressant, et vous Dominique qui répondez des questions très concrètes, parce qu'on est en confiné chez soi, la vie continue, et le fait de savoir qu'on conserve certaines garanties financières, c'est très important. Voilà. Alors, j'ai vu aussi que dans les questions, certains attendaient un compte rendu. Il n'y aura pas de compte rendu, voilà, parce que le principe, c'est de pouvoir consulter la webconf en replay. Vous l'avez vu aussi, on tient une webconférence toutes les semaines. On est dans un monde en crise. Les sujets évoluent très vite. Donc, le temps qu'on fasse un compte rendu, les réponses risquent d'être obsolètes. Donc, voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci encore pour votre participation. Dominique, le mot de la fin. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le côté. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais consolider en remplissant et en donnant les informations aux personnes qui posent des questions. Si je peux le faire, je le ferai volontiers. Merci, un grand merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Un grand merci à toutes et à tous. N'oubliez pas, il est bientôt 20h. Voilà, de saluer, de remercier l'ensemble des intervenants et l'ensemble des soignants de manière générale. Nous vous donnons rendez-vous
la semaine prochaine pour la 3e webconférence. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous souhaitons un bon appétit et à très bientôt. Au revoir.